Imaginez un empereur qui ne fait confiance à personne, même à ses propres soldats, et vivant dans une angoisse permanente. Une angoisse politique, militaire, mais surtout intérieure. Car le danger principal à Constantinople ne vient pas toujours de l'extérieur, il vient de l'intérieur même du pouvoir. Alors, pour rester en vie, il a une idée folle, faire venir des Vikings du bout du monde, des géants barbus armés de haches, et leur confier sa propre sécurité. C'est la naissance de la garde Varègue. Pendant près de 5 siècles, ces guerriers venus du Nord ont protégé les empereurs de Byzance. Ils ont massacré des conspirateurs dans les couloirs du palais et ont combattu sur les champs de bataille. Voici l'histoire de l'une des unités militaires les plus redoutées du Moyen-Âge. Le besoin de Vikings. Pour comprendre la naissance de la garde Varègue, il faut d'abord appréhender une réalité très simple qui colle à l'Empire byzantin. Celle d'un empereur qui là-bas vit rarement vieux, finissant tôt ou tard par être trahi. À première vue, pourtant l'empereur byzantin semble intouchable. Il règne sur Constantinople, la plus grande ville chrétienne du monde, sur un territoire qui s'étend de l'Italie à l'Arménie. Il porte des vêtements brodés d'or, vit dans un palais immense, et même son nom est sacré. Mais derrière cette façade, le pouvoir ne tient qu'à un fil. Surtout que les vraies menaces ne viennent presque jamais de l'extérieur, elles viennent principalement de la cour elle-même. C'est ainsi qu'un général victorieux peut décider qu'il ferait un meilleur empereur. Un cousin écarté du trône peut comploter pendant des années avant de frapper. Ou bien encore, un haut fonctionnaire peut décider d'acheter assez de soutien pour renverser le pouvoir en une seule nuit. Résultat, à Byzance, la moitié des empereurs finissent assassinés, aveuglés ou enfermés dans un monastère pour le restant de leurs jours. Et le pire, c'est que l'armée régulière n'est pas vraiment une protection. Les soldats byzantins sont avant tout fidèles à leurs officiers, et ces officiers ont souvent leurs propres ambitions. Confier sa vie à de tels hommes, c'est prendre un risque énorme. C'est dans ce contexte qu'émerge une idée nouvelle. Si l'on ne peut pas faire confiance aux gens d'ici, alors il faut faire venir des gens d'ailleurs. Des hommes qui n'auront aucun lien avec la société byzantine, aucun intérêt politique local et donc aucune raison de trahir. L'occasion se présente en 988. L'empereur Basile II affronte une révolte interne qui menace réellement son trône. Désespéré, il se tourne vers le prince Vladimir de Kiev, qui règne sur un territoire peuplé de descendants de Vikings installés en Europe de l'Est. L'accord est rapidement scellé. Vladimir épouse la sœur de l'empereur et en échange, il envoie 6000 guerriers à Constantinople. Ces hommes sont une véritable curiosité pour les Byzantins. Plus grand que la moyenne, souvent blond, presque toujours barbu, il manie une hache à 2 mains parfaitement étrangère aux traditions militaires méditerranéennes. Mais surtout, il présente une qualité que l'empereur recherche désespérément. En effet, ils n'ont absolument rien à perdre en lui restant fidèles, et tout à perdre en le trahissant. La garde Varègue vient de naître. Une fidélité qui fait peur. Une fois installés à Constantinople, les Varègues deviennent rapidement une présence familière du palais impérial. Les ambassadeurs étrangers les remarquent dès qu'ils arrivent, ces géants barbus postés devant les portes, immobiles, hache à l'épaule, qui ne sourient à personne et ne disent presque rien. Leur simple apparence est déjà un message politique. Pour atteindre l'empereur, il faudra leur passer dessus. Mais leur véritable utilité se révèle dans les moments de crise, quand un complot éclate, quand les conjurés tentent de forcer l'entrée du palais ou de retourner les soldats byzantins. Eh bien, ce sont les Varègues qui interviennent en premier. Et là où la garde byzantine peut hésiter, négocier, attendre de voir qui va l'emporter, eux n'ont jamais ce genre de doute. La raison est purement logique. Un soldat byzantin a une famille, des terres, des ambitions, parfois même des liens avec les conspirateurs eux-mêmes. Il peut être tenté de changer de camp si l'occasion se présente. Un Varègue, lui, est arrivé seul. Sa solde, son logement, son statut, tout dépend directement de l'empereur. Si l'empereur tombe, il tombe avec lui. Cette dépendance totale fait de lui le défenseur le plus fiable que Byzance puisse imaginer. Les chroniqueurs byzantins racontent plusieurs épisodes où cette fidélité s'exprime dans des scènes d'une violence frappante. Des combats dans les couloirs étroits du palais, des affrontements dans les escaliers, des conjurés taillés en pièces devant les portes des appartements impériaux.
La hache nordique, mal connue dans le monde méditerranéen, se révèle terriblement efficace dans ces espaces confinés où l'on ne peut ni manœuvrer ni reculer. Cette brutalité directe contraste avec les habitudes de la cour byzantine où l'on préfère généralement le poison, la rumeur ou l'intrigue subtile. Mais c'est précisément ce qui rend la garde Varègue redoutée. On peut tenter de corrompre un général, on ne corrompt pas un homme qui ne comprend pas votre langue et qui voit en vous une menace pour son seul protecteur. Cette loyauté a pourtant un revers cruel. Quand un empereur tombe malgré tout, et cela arrive régulièrement, les Varègues se retrouvent dans une position délicate. Le nouveau pouvoir les regarde avec méfiance, voire avec hostilité. Certains nouveaux empereurs préfèrent renvoyer la garde, d'autres la maintiennent à distance. Et dans quelques cas, des Varègues sont massacrés simplement parce qu'ils incarnaient le régime renversé. Malgré ces risques, l'institution survit et se renforce au fil des décennies. Au XIe siècle, sa composition commence même à évoluer. Après la conquête normande de l'Angleterre en 1066, des nobles anglo-saxons privés de leurs terres prennent la route de Constantinople, où l'on accueille volontiers les guerriers en exil. Peu à peu, ces Anglais remplacent les Scandinaves dans les rangs de la garde, sans que sa nature profonde ne change. Le principe demeure, recruter des hommes coupés de leur monde d'origine pour qu'ils ne dépendent que de l'empereur. Du palais au champ de bataille. Pendant longtemps, la mission de la garde Varègue se limite à un seul objectif, protéger l'empereur dans les murs de son palais. Mais à mesure que l'Empire byzantin entre dans une période plus difficile, ce rôle évolue. Au XIe siècle, les menaces extérieures se multiplient dangereusement. Les Turcs seldjoukides progressent depuis l'Est et grignotent les frontières d'Asie mineure. Les Normands attaquent les possessions byzantines en Italie du Sud, puis débarquent dans les Balkans. À chaque crise, l'empereur a besoin de troupes fiables, capables d'encaisser les chocs les plus durs sans céder. Or, il a sous la main une unité d'élite déjà constituée, parfaitement entraînée et dont la fidélité ne fait aucun doute. Logiquement, il commence à l'envoyer au combat. Sur le champ de bataille, le rôle des Varègues est très spécifique. Ils ne sont ni cavaliers, ni archers, ni troupes légères destinées à harceler l'ennemi. Ils servent d'infanterie lourde, c'est-à-dire qu'on les place là où la pression sera la plus forte, là où une ligne menace de céder. Au final, là où il faut tenir coûte que coûte. Leur travail consiste à absorber le choc frontal et à briser l'élan adverse. Pour cette mission, ils sont parfaitement équipés. La grande hache à deux mains qu'ils manient peut briser un bouclier en un seul coup, ouvrir une cotte de maille et même blesser sérieusement un cheval lancé au galop. Combinée à leur taille imposante et à leur réputation déjà bien établie, cette arme produit un effet psychologique considérable. Les ennemis hésitent avant de charger. Les chevaux sentent l'inquiétude de leurs cavaliers et certaines formations adverses se désorganisent avant même le combat. Mais cette efficacité a un coût terrible. Tenir la première ligne signifie subir le premier choc à chaque bataille et couvrir les retraites quand les choses tournent mal. Au fil des campagnes, les pertes s'accumulent. L'épisode le plus dramatique de cette histoire militaire se déroule en 1071, près d'une petite ville d'Anatolie orientale appelée Manzikert. Ce jour-là, l'empereur romain IV affronte les Turcs seldjoukides à la tête d'une armée mal coordonnée. Les communications sont défaillantes, certains officiers trahissent ouvertement, d'autres se replient sans ordre. Et bientôt le centre byzantin se disloque, dans une confusion totale. Au milieu de ce chaos, la garde Varègue tient sa position autour de l'empereur. Elle ne fuit pas, elle ne négocie pas, et surtout elle ne cherche pas à se rendre. Mais cette fidélité, dans un tel contexte, devient un piège mortel. Encerclés, coupés de renforts, les Varègues sont massacrés presque jusqu'au dernier homme. Et l'empereur lui-même finit prisonnier des Turcs. Manzikert marque une catastrophe nationale pour Byzance, qui ne s'en remettra jamais vraiment. Et pour la garde Varègue, c'est un traumatisme dont elle se relèvera, mais en perdant quelque chose au passage. L'unité sera reconstituée avec de nouveaux exilés venus du Nord et de l'Angleterre. Mais l'aura d'invincibilité qui l'entourait s'est fissurée. Désormais, on continue à recruter ces guerriers étrangers, mais on sait aussi qu'ils peuvent mourir comme les autres lorsque le système entier vacille autour d'eux. Les alliés deviennent des ennemis. À partir du XIIe siècle, un phénomène nouveau vient compliquer encore la situation byzantine, les croisades.
Officiellement, ces grandes expéditions chrétiennes, parties d'Europe occidentale, sont des alliés. Elles traversent l'Empire byzantin pour rejoindre la Terre Sainte et leur objectif déclaré est de combattre les musulmans. En théorie, tout devrait bien se passer entre coreligionnaires. En pratique, c'est tout l'inverse. Les croisés occidentaux et les byzantins se comprennent très mal. Les premiers parlent latin, les seconds grec. Les premiers trouvent les byzantins efféminés et fourbes, les seconds jugent les occidentaux brutaux et incultes. Chaque passage d'une armée croisée près de Constantinople provoque des incidents, parfois des bagarres, parfois des affrontements plus sérieux. Et au milieu de cette tension permanente, c'est souvent à la garde Varegue qu'on confie les missions les plus délicates, comme par exemple escorter les chefs croisés, surveiller leur campement, ou bien encore intervenir quand les choses dégénèrent dans les rues de la capitale. Pendant un siècle, l'équilibre tient à peu près, mais en 1204, il vole en éclats. Cette année-là, la 4e croisade se détourne complètement de son objectif initial. Au lieu de partir libérer Jérusalem, elle se laisse entraîner dans les querelles internes de Byzance, soutenues par les Vénitiens qui y voient une occasion commerciale unique. Et finalement, l'impensable se produit. Une armée chrétienne occidentale met le siège devant Constantinople elle-même. L'empereur tente bien d'organiser la défense, mais l'empire est dévisé. Les caisses sont presque vides et les troupes manquent. Une seule unité reste pleinement fiable, la garde Varegue, désormais composée en grande partie d'Anglais et de descendants de Scandinaves. Les Varegues prennent position sur les murailles, ils repoussent plusieurs assauts, combattent les chevaliers qui escaladent les remparts, défendent les portes une par une. Mais le rapport de force est trop déséquilibré. Les croisés disposent de machines de siège puissantes et les Vénitiens attaquent simultanément depuis la mer avec leur flotte. Au bout de plusieurs semaines, les murailles cèdent. Ce qui suit reste l'un des épisodes les plus violents du Moyen-Âge. Pendant 3 jours, Constantinople est pillée méthodiquement. Des œuvres d'art sont volées, des églises profanées, des reliques chargées sur des bateaux pour partir vers Venise et Paris. La ville la plus riche du monde chrétien est saccagée par d'autres chrétiens. Pour la garde Varegue, cet événement représente une rupture profonde. Beaucoup de ses membres meurent dans la défense de la ville. Les survivants se dispersent dans les États byzantins de repli, notamment l'Empire de Nicée, où ils continuent de servir, mais dans un cadre profondément diminué. Ils ne protègent plus le centre du monde chrétien, mais les restes d'un empire fracturé qui essaie simplement de survivre. Une disparition sans bataille. L'histoire de la garde Varegue ne se termine pas par un grand combat héroïque, ni par un massacre spectaculaire. Elle s'éteint progressivement, presque sans bruit, au rythme du déclin de l'empire qu'elle a servi. Plusieurs causes expliquent cette disparition silencieuse. La première est purement financière. L'Empire byzantin, reconstitué après 1204, n'a tout simplement plus les moyens d'entretenir une garde d'élite étrangère permanente. L'or se fait rare, les revenus s'effondrent, et chaque dépense doit être justifiée par une nécessité immédiate. La seconde cause est plus profonde. Le monde qui avait rendu possible la garde Varegue a changé. Au temps de Basile II, partir servir l'empereur byzantin représentait l'aventure ultime pour un jeune guerrier nordique. On en revenait avec une fortune, ou pas du tout, mais le voyage en valait la peine. 3 siècles plus tard, ce rêve s'est largement éteint. La Scandinavie s'est christianisée, les royaumes du Nord se sont structurés et offrent désormais leurs propres opportunités, et les routes commerciales qui reliaient autrefois Kiev à Constantinople ont perdu de leur importance. Le résultat est mécanique, le recrutement se tarit. Mais également, les anciens vieillissent, certains rentrent chez eux avec leur fortune, d'autres meurent à Constantinople et leurs enfants se fondent dans la population locale. Au bout d'1 ou 2 générations, ces descendants parlent grec, prient comme les Byzantins et oublient progressivement la langue de leurs ancêtres. Dans les chroniques byzantines tardives, les mentions de la garde Varegue deviennent de plus en plus rares, jusqu'à disparaître complètement. Personne n'a écrit l'acte de décès de cette institution, elle s'est simplement dissoute dans le temps. Pourtant, des traces subsistent encore aujourd'hui. Plusieurs sagas islandaises racontent l'histoire de jeunes hommes partis vers le sud pour servir l'empereur de Miklagard, le nom que les Vikings donnaient à Constantinople. Certains reviennent couverts d'or et d'honneur, d'autres ne reviennent jamais, et leurs familles imaginent leurs aventures dans cette ville lointaine et fabuleuse. Et puis, il y a une trace beaucoup plus concrète, encore visible de nos jours.
Dans la basilique Sainte-Sophie, au cœur de l'ancienne capitale byzantine, on peut observer un graffiti gravé dans le marbre du balcon supérieur. Il s'agit d'un nom écrit en caractères runiques, laissé là il y a près de 1000 ans par un varègue, qui probablement s'ennuyait pendant un long service religieux. Ce nom est tout ce qu'il reste de cet homme, un guerrier venu du Nord, qui a servi un empereur dont il ne comprenait sans doute pas la langue, et qui a traversé l'histoire sans la marquer autrement que par cette inscription discrète. C'est peut-être là finalement l'image la plus juste de la garde varègue. Une institution qui n'a jamais cherché à gouverner ni à laisser un héritage politique, encore moins à imposer une mémoire. Des hommes venus de très loin qui ont servi une cause qui n'était pas la leur et qui ont disparu quand cette cause a perdu son sens. L'Empire byzantin, quant à lui, survivra encore 2 siècles après la chute de 1204 dans une version diminuée et fragile jusqu'à sa conquête définitive par les Ottomans le 29 mai 1453. Mais à cette date, il y a déjà longtemps que la garde varègue n'existe plus pour le défendre. Son histoire reste celle d'un pari étrange et réussi pendant près de 5 siècles, celui d'un empire qui ne pouvait plus faire confiance aux siens, a confié sa survie à des guerriers étrangers qui, en échange d'une vie meilleure, ont tenu parole jusqu'au bout. Voilà, avant de se quitter, un dernier détail mérite d'être mentionné. Parmi les varègues passés par Constantinople, l'un d'eux ne rentre pas simplement chez lui avec de l'or. Harald Hardrada, ancien membre de la garde, quitte l'Empire après des années de service en ayant soigneusement mis de côté les richesses accumulées au combat. Contrairement à beaucoup d'autres, il ne les dépense pas à Byzance, il les emporte avec lui. Ce sont les sources nordiques qui rapportent que quelques années plus tard, ce même ancien garde varègue utilise en effet cet or pour lever des troupes et s'imposer comme roi de Norvège. Lorsqu'il meurt en 1066, sur un champ de bataille en Angleterre, il ne meurt plus comme mercenaire, mais comme souverain. Voilà, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.